Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre Questions pour un parlementaire, espace d'expression par excellence pour tous ceux que vous avez envoyés au Parlement, tous ceux qui vous représentent, je veux dire les élus nationaux, députés nationaux, sénateurs, mais aussi députés provinciaux. De quoi va-t-il s'agir? C'est le menu de l'émission. Projet de loi portant droit de grève, organisation, création, fonctionnement du juge du contentieux, de l'exécution ou juge de l'urgence, malaise économico-social lié au Covid-19, questions écrites adressées au ministre des Mines, procès Vital Caméré et le feuilleton Mukuna si vous voulez, tel qu'il exige l'actualité. Voilà le menu de ce numéro spécial des questions pour un parlementaire qui va recevoir Guy Mafuta Kabongo, député national élu de Chikapa. C'est avec lui que nous allons décortiquer tous ces sujets que nous vous avons présentés. Honorable, bonjour. Bonjour. Très ravi de vous recevoir pour la première fois dans cette émission. Vous avez bravé les confinements pour venir parler à la nation entière qui vous suit sur les antennes de la chaîne nationale de quelques questions liées à l'actualité. Oui, il faut bien communiquer, il faut bien continuer à sensibiliser sur cette pandémie qui menace la race humaine. Nous nous employons à faire cet exercice, à passer sur les médias, à répondre au téléphone pour dire à la population qu'il faut absolument respecter les gestes barrières, se laver régulièrement les mains, garder la distanciation sociale, ne pas occasionner des attroupements, porter le masque. J'ai mon masque ici. Il faut porter régulièrement son masque et aussi avoir une alimentation saine qui renforce le système immunitaire. Voilà. J'ai lu que c'est depuis le mois de novembre passé que vous avez déposé au bureau de l'Assemblée nationale 2 propositions de loi. Je veux être direct. Sur quoi porte la première proposition? Merci beaucoup. La première porte sur les principes généraux relatifs au droit de grève. Vous savez très bien que dans notre Constitution, le droit de grève est garanti. C'est l'article 39 de la Constitution. Et cette même Constitution prévoit qu'une loi soit prise pour en déterminer les modalités d'application. C'est en saisissant cette opportunité constitutionnelle que nous nous sommes permis de faire une proposition de loi qui porte sur les principes fondamentaux relatifs au droit de grève. Et la deuxième proposition de loi, comme vous l'avez dit... La deuxième proposition, permettez, on va en venir, mais d'abord par rapport à la première proposition, vous partez de quel constat, c'est-à-dire quelles sont les motivations qui vous poussent à faire une telle proposition? Il faut dire qu'avant que je ne sois élu, j'ai quand même géré quelque part et on a eu à gérer beaucoup de mouvements syndicaux. J'ai fait 10 années dans le secteur de l'enseignement et quand j'ai commencé à examiner la question, je me suis rendu compte que notre législation n'avait pas de loi sur le droit de grève. La législation, vous voulez dire, était quelque peu lacunaire? Je ne dirais même pas lacunaire, il y a même un vide aujourd'hui. C'est dans le subconscient des Congolais qu'on pense que la notion de grève, le droit de grève est organisé par la loi au Congo. Beaucoup me lancent sur la figure la loi sur le code du travail. Beaucoup parlent de la loi sur les services publics de l'État, le personnel de carrière. Mais je vous dis que dans aucune de ces lois-là, la notion de grève est abordée de manière efficiente. Il y a effectivement un vide. Il me suffit de poser la question à un syndicaliste sur base de quoi vous lancez un préavis de grève. Vous dites que c'est 8 jours, c'est 7 jours, c'est 3 jours. Il vous dit clairement que c'est comme ça qu'on a toujours fait. C'est comme ça qu'on a toujours fait. La seule disposition constitutionnelle, c'est l'article 39 qui dit que le droit de grève est garanti et les limitations ne sont possibles que par une loi. C'est la seule disposition constitutionnelle. Et quand vous allez au 123, on reconnaît que la matière de grève peut bénéficier d'une loi qui porterait sur les principes fondamentaux et relatifs. C'est cela. Quand vous allez dans le Code du travail, il n'y a que l'article 305 qui mentionne le mot grève. En dehors de cet article-là,
On ne parle pas de la grève. Quand vous allez sur la loi qu'on appelle communément fonctionnaires publics, les services publics de l'État, il n'y a rien dessus. C'est pourquoi nous nous sommes dit il est grand temps. C'est quand même un droit fondamental, un droit garanti, c'est un droit vital. Et pour mieux protéger un droit, il n'y a que la loi. Beaucoup diraient, voilà, il y a des arrêtés, il y a des dispositions réglementaires. Je pose la question, entre un arrêté, une disposition réglementaire et une loi, quelle est la disposition à même de mieux sécuriser un droit aussi important? Nous disons que c'est la loi. C'est pourquoi, en tant que député, nous avons saisi cette opportunité pour proposer cette proposition de loi, si je peux me répéter ainsi. Est-ce que cette proposition de loi que vous venez d'initier portant droit des grèves porte quelques innovations, si oui, lesquelles? Beaucoup, beaucoup. Déjà que nous limitons quand même la durée des grèves. Vous savez, avec un peu de recul, on se rend compte que l'arrêt de travail, ce n'est pas bon pour une nation, ce n'est pas bon pour une entreprise. Il faudrait que la durée soit aussi limitée. On ne peut pas aller en grève pendant toute une année. Ça, c'est un premier élément. Et puis, le droit de grève étant un droit constitutionnel garanti, et même sur le plan international avec les accords de l'OIT, tout ça, c'est un droit qui doit sécuriser aussi son détenteur. On ne peut pas aujourd'hui permuter ce qu'on appelle les sanctions punitives d'un agent parce qu'il a été gréviste. Ça, c'est un élément important. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes meneur d'un mouvement de grève dans une entreprise. À la fin de la grève, moi, employeur, je vous mute. Non pas parce que le travail l'exige, parce que vous avez été gréviste. Ça, nous avons érigé cela en infraction. Nous avons aussi extirpé une catégorie de personnel. Oui, je voulais dire, est-ce que cette proposition de loi concerne toutes les catégories socio-professionnelles? Absolument, et les fonctionnaires de l'État et les travailleurs au niveau privé. Mais il y a ce genre de profession. Militaires, policiers y compris. Absolument, pour lesquels notamment la police, l'armée, les services pénitentiaires, pour lesquels le droit de grève ne devrait même pas exister, pour lesquels on dit cette catégorie professionnelle. Ça ne devrait pas exister, pourquoi, honorable? Du fait de la nature de leur profession. Imaginez une seule journée sans la police. Imaginez une seule journée sans les services d'immigration. C'est la fin de l'État. Imaginez toute une seule journée sans l'armée. Donc nous pensons que pour cette catégorie des professionnels, le droit de grève n'a pas sa raison d'être. Par contre, il y en a pour lesquels il faut absolument imposer un service minimum. Là, je vois les services de santé, les médecins en particulier, pour lesquels une grève sauvage et sèche ne devrait pas exister. Parce qu'aujourd'hui, on peut aller en grève et la grève trouver une solution par un arrangement, un accord entre l'employeur et l'employé. Mais les dégâts de la grève, si dans le domaine de production économique, de denrées, ainsi de suite, on peut rattraper la production, mais dans le domaine de la santé, s'il y a eu des décès, on ne sait plus revenir en arrière. C'est pourquoi nous disons que pour cette catégorie de profession, il faut absolument un service minimum obligatoire. Et nous avons organisé tout ça. Voilà en gros de manière ramassée. Et aussi, je peux poser une question, pas poser une question. Avant de poser une question, donc vous êtes très à l'aise, honorable, à vous entendre parler. La première proposition de loi portant droit des grèves est opportune. Elle est très opportune et même elle est nécessaire. Je vous pose une question. Quel est le traitement d'un agent gréviste aujourd'hui? Quand je vais en grève, on me paye combien? Ai-je droit à l'entièreté de mon salaire? Ai-je droit à une quotité précise? S'il y a un vide, aucune loi ne traite de cette question. Mais la proposition de loi... Et ce vide fait le lit de l'arbitraire dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est la bonne foi, les humeurs de l'employeur. Je suis content, je leur donne la moitié du salaire. Je ne suis pas content, je ne donne rien, ainsi de suite. Il y a même des licenciements abusifs. Absolument. Or, dans cette proposition de loi, nous donnons un minimum que l'employeur ne peut pas toucher. Les droits liés au logement, les droits liés aux soins de santé, les droits, même si, quand bien même le travailleur irait en grève, il y a quand même une composante du salaire qu'on ne peut pas toucher. Donc voilà tout ça, la loi, la proposition de loi essaie d'aborder ces questions. C'est une réflexion que nous soumettons à l'ensemble des députés pour recueillir de leur part aussi enrichissement. Je suis heureux parce que dans la salle, dans l'hémicycle, si jamais cette proposition de loi
arrivé à être débattu en plénière. Il y a eu des anciens gestionnaires du secteur du travail qui peuvent aussi, de la base de leurs expériences, apporter aussi une amélioration à cette proposition. C'est une réflexion qui est soumise aussi à l'enrichissement des autres collègues députés. Venons-en maintenant à la deuxième proposition de loi que vous avez effectuée. Elle porte sur quoi? Sur le juge de l'exécution ou le juge d'urgence. C'est un peu technique, ça veut dire quoi pour les Congolais là? De manière très simpliste, je vais éviter les considérations juridiques. Notre pays a accédé à ce qu'on appelle le droit au WADA, c'est-à-dire l'uniformisation des droits et des affaires en Afrique. Et nous voulons avoir les mêmes procédures partout pour plus faciliter le commerce en général, la circulation des biens. Et il y a des matières qui sont pour lesquelles le droit interne est appelé à se prononcer, notamment la question relative à l'exécution, ce qu'on appelle le juge de l'urgence. C'est-à-dire quoi? Vous me devez, je dois m'exécuter vis-à-vis de vous. Il y a par exemple une décision judiciaire qui opère une saisie sur votre patrimoine, sur un paiement à venir. Et ce juge qui a opéré là, comment il doit réagir? Sur quel droit il doit se baser? Sachant qu'en interne, il y a les matières commerciales et les matières judiciaires, privées qui existent aussi. Ça veut dire jusqu'ici, notre pays n'avait pas de cadre légal pour de telles matières. Jusque-là, il y a un débat sérieux au niveau des cours et tribunaux, à savoir la matière qui est commerciale. Est-ce que le juge commercial est habilité et compétent à statuer sur ce genre de matière? Ou il faut revenir sur le juge judiciaire? C'est un peu ça le débat. Il y a eu un arrêt du président de la Cour de cassation qui a donné lieu à une polémique grave au niveau du corps judiciaire, les avocats et autres. Nous avons la suite de certaines publications, notamment d'un confrère avocat, Maître Abed Kayembe, et eu l'idée de formuler une proposition de loi, chose que nous avons faite et attendons l'avis du bureau de l'Assemblée nationale. Mais il y a quand même un malaise. Vous reconnaissez que c'est depuis le mois de novembre que ces deux propositions de loi ont été déposées au bureau de l'Assemblée nationale. Et le bureau a réservé quelle suite à ça? Bon, à ce jour, nous n'avons pas encore été officiellement saisis. Mais nous faisons un suivi, nous voulons nous renseigner un peu comment ça se passe. De par les règlements qui nous régissent, de par l'organisation même de l'Assemblée nationale, quand vous faites une proposition de loi comme ça, le bureau l'envoie au niveau du bureau d'études, qui est un département très important. En combien de temps tout ça? Il n'y a pas de délai précis, ça encore c'est un problème. Le bureau d'études statue sur deux questions. L'opportunité de la proposition de loi et savoir si cette proposition de loi relève de la matière du domaine de la loi, suivant la Constitution. Or, quand vous voyez déjà, je vous dis que la Constitution, dans son article 123, prévoit qu'il y ait une loi sur les principes applicables au droit de grève. Donc, la matière relève éminemment de la loi. Et en termes d'opportunité, déjà, je vous dis, vous pouvez le constater qu'il y a lieu qu'il y ait une telle loi. Sur base de ces deux arguments-là, les lois-là sont éligibles pour la plénière, pour l'examen en réalité. Mais nous attendons, nous espérons que, depuis novembre, nous sommes au mois de mai. Depuis novembre, donc une façon de dire que ces deux propositions de loi traînent encore dans les tiroirs du bureau de l'Assemblée. Nous essayons de suivre et on fait confiance à l'administration pour que ces deux propositions de loi reçoivent une décision. Il faut mieux fixer les députés que nous sommes plutôt qu'attendre. Nous attendons. C'est un peu comme votre collègue, l'honorable Tony Mwaba, en son temps, qui a saisi le Premier ministre, le président de la Cour de cassation et même la présidente de l'Assemblée nationale sur la question des enseignants fictifs. À l'entendre parler jusque maintenant, pas de suite. Hein. Bon, je l'ai suivi, le collègue qui est aussi avocat comme moi, de surcroît professeur de droit. Oui. Le fait qu'il aille saisir la Cour de cassation, c'est aussi un indicateur. Évidemment, lui, il a parlé des faits pénaux pour lesquels il a saisi la justice. Mais moi, je me dis, c'est un député. Quand un député va saisir des instances judiciaires, peut-être que ne voudrait-il pas dire que quelque part, ça traîne un peu.
parce que je sais aussi qu'il est auteur de plus d'une question orale avec débat pour lesquelles il n'a jamais reçu de suite. Toujours pas de suite. Nous attendons, nous espérons que ça va s'activer. Mais il y a quand même une certaine lenteur, il faut le reconnaître. Espérons-le. Vous avez déposé également une question écrite, si je ne m'abuse, au ministre des Mines. Quelles sont vos motivations pour cette démarche-là, une fois de plus? En fait, moi je suis de Tshikapa, c'est une zone éminemment minière, hein. C'est vrai que la province du Kasaï a beaucoup d'atouts en termes d'agriculture, mais c'est essentiellement les mines. Et quand je dis les mines, c'est le diamant en soi. Et quand nous sommes allés au niveau... En fait, en dehors des mines, Tshikapa a une vocation agricole aussi. Oui. Nous produisons beaucoup de maïs à Tshikapa, nous produisons le manioc, nous produisons aussi l'huile de palme. Hein. Il y a des grandes plantations d'huile de palme. C'est un problème d'évacuation qui se pose. Maintenant, avec la nationale numéro 1 qui atteint Tshikapa, je pense que Tshikapa peut aussi alimenter la capitale congolaise. Donc, il y a des opportunités agricoles, mais aussi les mines existent, le diamant. Mais qu'est-ce qui se passe avec la politique, ce que j'appelle la politique des carrés miniers ici? Oui, revenons un peu à votre question écrite adressée au ministre des Mines. Allez-y, honorable. Dans cette question, je demande au ministre qu'il me donne les raisons pour lesquelles il n'a jamais pris d'arrêté de déchéance de certains titres miniers qui sont expirés, pour lesquels les détenteurs continuent à gérer des grands espaces. Ils ne payent pas les taxes dues à l'État, mais empêchent les populations d'y accéder, même pour l'agriculture. Je vous dis, il y a une vraie souffrance des mamans qui n'arrivent pas à faire leur champ dans des concessions détenues par des personnes que je dirais sans titre ni loi. Puisque vous évoquez l'accès difficile au carré minier à Tshikapa, souffrez que je pose une sous-question. On apprend que des millions de jeunes ont quitté Tshikapa pour se rendre en Angola parce qu'ils n'ont pas accès à ces carrés miniers détenus par des particuliers. Et comment solutionner ces genres de problèmes? Effectivement. D'ailleurs, récemment, avec le refoulement des milliers des Congolais sur le Kasaï, hein, le problème se pose avec beaucoup d'acuité. Beaucoup émigrent, faute de travail, ça il faut le dire, à la recherche du mieux-être. Et ce sont des jeunes, généralement ayant la force physique, capables de travailler, mais qui n'ont pas accès aux espaces détenus par des privés, qui ne les exploitent même pas, qui ne payent même plus les taxes à l'État. Ils vont en Angola à la recherche du diamant. Mais là, c'est quand même grave parce que notre pays peut aussi leur offrir ce cadre pour travailler. On va passer à autre chose. Actualité oblige. Nous commençons par le feuilleton Vital Caméré. Un procès suivi presque comme un match de football. Vous l'avez suivi. Quelle est l'analyse que vous faites de cette privation de liberté, même à titre provisoire, du directeur de cabinet du chef de l'État? Bon, j'aime plus parler du procès 100 jours, plutôt que restreindre le procès en la personne du directeur de cabinet du chef de l'État. Je préfère parler du procès 100 jours. C'est plus large et plus réel, quoi. Donc c'est une initiative qui a été levée par l'autorité judiciaire, avoir un peu plus clair sur la gestion des fonds de l'État. Vous savez, nous sommes dans une phase inquisitoire au niveau des instances judiciaires. On appelle ça la phase préjuridictionnelle, donc elle est secrète. À ce jour, je ne peux pas prétendre avoir tous les documents en leur possession. Le juge fonde sa décision sur base des pièces sur sa table. Et nous estimons que c'est sur base de certaines pièces qui, au fait, crédibilisent la thèse des faits infractionnels que le juge a levé cette décision. Par confiance en notre justice, nous ne pouvons que constater cela. Mais aller dire que c'est une injustice que de priver à quelqu'un sa liberté, je ne pense pas que ça soit... C'est politique, comme le soutiendrait d'aucuns. Depuis un temps, je pense que le mot politique est à tort utilisé au Congo. Tout acte. Une espèce d'argument fourre-tout. Moi, j'appelle ça d'ailleurs un alibi. Je pose un acte délictuel. L'autorité m'interpelle parce que je ne suis pas de l'obédience de X ou Y groupement politique. On estime que c'est une interpellation politique. C'est trop facile. Je suis une personne de renom national. Je pose des faits infractionnels
Parce que ma tendance est soit cash, soit FCC, soit la Mouka. On m'interpelle, je trouve directement le diable FCC, je trouve le diable cash, je trouve le diable la Mouka. On m'en veut politiquement. Je crois qu'il faut quand même devenir sérieux à un moment dans notre pays. Il y a des faits qui sont là pour lesquels l'autorité judiciaire veut voir clair. Si la culpabilité est établie, c'est du bon droit. Si la culpabilité est établie, c'est du bon droit. Je rappelle aux téléspectateurs que l'honorable Guy Mafuta est avocat des professions aussi. Vous avez dit qu'on est dans une phase préjuridictionnelle, c'est bien. Mais est-ce qu'à ce moment-ci, Vital Kamerhe n'est pas éligible à une liberté provisoire, maintes fois sollicitée, mais déboutée? Ça, c'est vous et moi qui voyons le procès de l'extérieur sous les petits écrans, qui pouvons nous faire cette conviction, cette analyse. Mais le juge qui a plus d'une information sur sa table que toi et moi, a son intime conviction aussi. J'ai suivi que la demande a été rejetée parce que non fondée. À plus de 2 fois? Certainement qu'ils ont de bonnes raisons pour la rejeter ainsi. Comme je vous ai dit tantôt... Excusez-moi, honorable, en tant que juriste, en tant qu'avocat, la fuite de Vital Kamerhe est à craindre? Il faut la rechercher dans... Les frontières sont fermées, on est en plein confinement. Mais je pense que dans ce feuilleton, s'il faut l'appeler ainsi, il y a des gens qui ont disparu aussi. Il y a des gens qu'on ne retrouve plus, qui étaient sur l'espace national, qu'on ne retrouve plus après qu'on ait délivré un mandat de comparution. Il y a des gens qui se sont volatilisés aussi. Nous supputons, nous n'avons pas les vrais éléments du dossier. Je préfère m'arrêter à ce que la loi exige. C'est une phase inquisitoire, elle est secrète. Vous et moi n'avons pas les pièces. Mais je ne pense pas que le juge devrait se permettre à cet exercice aussi risqué de prendre une décision sans soubassement. Vital Kamerhe continue d'être détenu à Makala. En attendant, on lui désigne un intérimaire et c'est pour dire qu'il y a eu déjà rupture avec les chefs de l'État. Je ne sais pas trop m'aventurer sur ce domaine, mais je lis en la décision la volonté de pouvoir faire fonctionner le cabinet du chef de l'État. C'est ce que je lis. Mais les vraies motivations, ils sont les seuls à... Mais l'adjoint exerçait déjà ses fonctions, non? Oui, effectivement, on l'a constaté ainsi. Mais le chef a jugé bon de prendre une ordonnance quant à ce. Je pense qu'on doit quand même le lui concéder ce droit-là. Selon vous, Kamerhe poursuivi comme DIRCAP du chef de l'État, ordonnateur financier ou bien superviseur? Parce que vous l'avez suivi, il a dit nous étions à 9. Ça, nous l'avons suivi sur les petits écrans. Je crois qu'avec le cours du procès, on aura plus de lumière. Mais je me dis qu'en matière administrative, la compétence est d'attribution. Ça veut dire quoi pour tous ceux qui vous suivent? La compétence, c'est la loi qui vous donne, qui détermine votre compétence. Vous êtes directeur de cabinet, vous êtes, je ne sais moi, ministre, vous êtes président de l'Assemblée provinciale. Ce que vous posez comme acte doit avoir comme soubassement un texte. Autrement, ce qu'on appelle le job description. Qu'est-ce qu'un ministre doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Tout dépassement de vos attributions, de votre compétence, devient une entorse. Malheureusement, c'est cela aussi la loi, c'est cela aussi le droit. Il appartiendra au juge, au regard des éléments à leur opposition, au regard aussi de la défense. Parce que je me dis, il faut le savoir, l'état de droit, c'est cet équilibre entre la volonté de vouloir rétablir l'ordre troublé et la protection des droits de la défense aussi. Ce n'est pas parce qu'on est présumé criminel qu'on doit subir tout traitement dégradant, non. Il y a ce qu'on appelle les droits de la défense. Et même dans ce procès, si le juge a accédé à la demande de remise, c'est parce qu'effectivement les droits de la défense voudraient que la partie incriminée soit en possession de tous les documents à la possession du tribunal. C'est le droit de la défense. Donc je pense que les juges, chacun pourra jouer son rôle pour que la justice éclate, pour que le droit, l'état de droit voit concrètement effectivement le jour. Vous êtes d'avis que la détention, même à titre provisoire, des Kamerhe
augure ce qu'on appelle communément état de droit ici? Ce n'est pas vraiment ça, l'état de droit. L'état de droit, c'est plus que ça. Un DIRCAP du chef de l'État arrêté, c'est du jamais vu, non, honorable, dans ce pays. Sur le plan psychologique, c'est un déclic, c'est vrai. C'est vrai que c'est un déclic sur le plan psychologique. Mais l'état de droit, c'est cet équilibre entre le rétablissement de l'ordre public et la protection des droits de la défense. C'est ça l'état de droit. C'est plus large que ça. Mais, je l'ai dit, c'est un déclic sur le plan psychologique. À savoir que si tel peut être mis en cause, donc moi aussi, je dois rester sur mes bottes. C'est cela, en fait. Est-ce que la condamnation éventuelle de Kamere mettrait en mal la coalition Cap pour le changement? Ça, c'est une option politique qu'eux-mêmes doivent lever. Ils doivent analyser ce qu'ils peuvent... Connaissant la classe politique congolaise. Ce qu'ils peuvent afficher comme attitude vis-à-vis de ces faits-là. Alors là, il revient à cette coalition de se mettre ensemble, de réfléchir et de donner une suite à leur coalition face à cet élément nouveau qui vient de naître. Mais bon, je me dis que il faut privilégier l'intérêt de la population. L'intérêt de la population, c'est quoi? C'est le développement. C'est quoi? C'est la scolarité. C'est quoi? C'est la santé. C'est quoi? C'est la sécurité sociale. On va boucler cette parenthèse. Comment voyez-vous l'issue de ces procès? Vous savez, c'est un procès pénal. Dans un procès pénal, on ne peut pas, à la suite d'un simple fait, d'une première audience introductive, déjà entrevoir l'issue. Il peut y avoir des éléments qui vont étonner plus d'un, on ne sait jamais. Parce qu'il a dit aussi, vous l'avez suivi, hein, justice et vérité font bon ménage et riment ensemble. Vous avez suivi Vital, vous sentez qu'il a des choses à dire? Vous pouvez avoir des choses à dire, mais il faut faire une nette démarcation entre le droit et la justice, le droit et la vérité. Il y a ce que moi j'appelle les injustices du droit. Ça existe. Ça veut dire un exemple pour vous faire comprendre. La ségrégation raciale en Amérique, elle avait comme fondement une loi. C'était légal. Une loi injuste. Une loi pas juste. Comprenez? La présomption d'innocence ici chez nous, elle repose sur la Constitution. Mais là aussi des exceptions. Le droit de la défense. C'est vrai, aujourd'hui, on peut voir un criminel bénéficier de certains droits. Si aujourd'hui, on va nourrir les prisonniers qui sont déjà condamnés même pour des crimes graves, on les soigne, on les nourrit. Et ils sont bien logés. Du point de vue justice humaine, on peut trouver que pourquoi un contribuable qui a subi les effets néfastes d'un prisonnier doit donner son argent pour maintenir en vie, en bonne santé, un détenu qui est déjà condamné. C'est aussi ça le droit, c'est aussi ça la loi. Quitte à être juste, injuste, ça il faut apprécier. Donc c'est aussi ça l'état de droit. Accepter que certains faits, difficilement acceptables, le soient par le fait de la loi. Bien, actualité oblige l'humanité entière vibre au rythme du Covid-19. Cette pandémie a des implications sur notre cadre macroéconomique. Il y a déjà des malaises, fluctuation du franc congolais, arrêt de l'activité économique. Comment voyez-vous la RDC dans ces contextes d'ici ne fût-ce que 2 ans? Il faudrait que les autorités prennent le devant, qu'ils puissent s'assumer déjà, avoir des attitudes proactives, prévoir déjà. Quand je dis prévoir, planifier déjà la sortie de la crise et éventuellement les mesures à prendre pour se rattraper et rééquilibrer l'économie du pays. Puisque vous parlez de sortie, est-ce que l'honorable Guy Mafuta, dans ce sens-là, quelques propositions à faire? Il faut déjà penser au déconfinement, voir le plan de sortie. Je vois beaucoup d'analyses, j'apprécie à s'agir de déconfinement déjà, c'est pas... Il faut déjà le plan de déconfinement, je ne parle pas le plan de sortie. Parce que j'ai lu beaucoup de tribunes, hein. Je fais allusion à l'analyse excellente faite par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Je vois également les 10 propositions du FCC, une contribution aussi riche pour la sortie de la crise. J'ai aussi vu l'ancien Premier ministre Mozito aussi faire aussi une tribune.
J'ai vu beaucoup d'amis, Ils collègues proposent quoi avocats. concrètement? Au fait, eux, ils le donnent, ils le voient, les incidences socio-économiques de la crise et proposent les attitudes, les actions à prendre pour sortir de la crise. Quitte aux gouvernants, quitte à l'exécutif, d'analyser et voir ce qu'il y a du bon à tirer pour appliquer. L'une des propositions, notamment de sortie heureuse de cette crise, c'est la diminution du train des institutions. C'est une proposition qui est rencontrée par plusieurs analystes scientifiques. Vous partagez ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Par exemple, réduire vos émoluments. En parlant des émoluments des députés, je ne sais pas, il y a quand même une désinformation. Et c'est très répandu dans C'est très l'opinion. répandu. Il y en a qui parlent de 12, 13 000 $. Pendant que nous qui sommes là, n'avions jamais atteint ces montants-là. N'avions jamais touché. Aujourd'hui, il y a un problème, le grand. L'État n'est pas responsable. L'État n'assume pas sa responsabilité vis-à-vis de la population comme il se devait. Parce qu'il n'a pas de moyens ou c'est par mauvaise foi. Peut-être que ce n'est pas une bonne politique, ce n'est pas une bonne gestion qui est réalisée, mais le député aujourd'hui se substitue en l'État dans sa circonscription. Une espèce d'assistance sociale. Je prends un exemple. Quand on a lancé la riposte, je vous dis, sans crainte d'être contredit, chez moi à Tchikava, il n'y avait qu'un seul thermomètre au gouvernorat. Un seul thermomètre à Tchikapa. Pour combien de gens un seul thermomètre? Comprenez, un seul thermomètre. Je vous dis, ce n'est pas à rire. Il y avait un seul thermomètre à Tchikapa. Je me suis organisé personnellement pour équiper les postes d'entrée de ma province. Par Loangue, ainsi de suite, en envoyant des thermomètres, des thermoflash. Ça, c'est un exemple. Je l'ai fait en tant qu'élu, mais ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas mon travail. Je vous dis, monsieur, aujourd'hui, je parle de chez moi, dans des villages. Il y a des villages dont les centres de santé n'ont pas de petits thermomètres ici. La température d'un enfant, on la prend avec la paume de la main. Fièvre, il a la fièvre. On estime avec la paume de la main. C'est gravissime, ça. Ce sont des faits vrais. Mais l'État n'atteint pas. L'une des raisons qui ont fait que je postule comme député, c'est que l'on comprenne que Kinshasa n'est pas le Congo. Il faut atteindre aussi les fins fonds du Congo, le Congo profond comme on l'appelle. Il faudrait que les décisions que nous prenons à l'hémicycle ici touchent aussi la vie du Congolais qui vit en brousse. Ça, il faut le faire. Mais malheureusement, c'est quoi? Je n'ai rien contre nos amis de la diaspora. Vous venez à Kinshasa, vous avez une nomination, vous êtes installé dans un bureau climatisé. Vous n'avez pas la réalité du Congo profond. D'abord, vous avez peur. Au Congo profond, il y a des féticheurs, il y a des sorciers. Vous avez peur d'y aller. Dites-moi un peu, quelle est cette bonne décision que vous pouvez prendre qui puisse changer la vie du Congolais qui vit au village? C'est quand même difficile. Il y a un principe, même en sciences, les amis qui ont fait les mathématiques le disent, il faut avoir vu. Pour résoudre une équation, il faut avoir vu. Pour changer aussi la vie du Congolais qui vit dans le Congo profond, il faut avoir vu. L'une des choses que j'ai toujours apprécié, un mérite que j'ai toujours reconnu à l'ancien chef de l'État, c'est le fait de sillonner un peu dans tous les coins et recoins du Congo. Pour palper les réalités du Congo profond. Et aujourd'hui encore, je me dis, le fait qu'il passe encore du temps dans les recoins du Congo lui permet d'avoir une vision nette et claire du Congolais. Et c'est une invitation que l'actuel devrait aussi faire. Passer aussi le temps dans les villages, voir comment le Congolais vit, voir comment le Congolais souffre. Nous qui avons, je ne dis pas la chance, mais l'opportunité de vivre avec ce Congolais du village, je me dis, mais quand je vois les gens faire des beaux discours... dans l'hémicycle ici chez vous? Non, il faut venir voir. Parfois des discours déconnectés avec la réalité. Il faut venir voir. Il faut venir voir. L'actualité, c'est aussi la détention toujours à titre provisoire du pasteur Mukuna. Vous l'avez suivi certes, ou suivi par la voix des ondes. Quelles sont vos impressions? C'est une phase préjudictionnelle. Il faut attendre, voir
de quoi on lui reproche, nous apprenons sur les réseaux sociaux, certains faits qui touchent aussi à la pudeur, certains faits qui touchent, qui énervent aussi la loi. Est-ce que similaire à un autre pasteur aussi, hein? Oui, l'un détenu, l'autre relaxé, il ne sait pas vendre. D'abord, comparaison n'est pas démise en pareille matière. Il ne faut pas comparer. Chaque cas est spécifique avec les pièces spécifiques qui sont produites devant le juge. Il y a un qui est venu, qui est ressorti, il y a un autre qui est venu, qui a été détenu. Donc il faut se limiter à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut quand même faire confiance à la justice et se dire que le magistrat qui instruit, le magistrat instructeur n'est pas un voyou. C'est quelqu'un qui fonde sa décision sur certains éléments en sa possession. Donc, n'ayant pas été au fait de ces éléments, ce serait quand même hasardeux de me prononcer là-dessus. Honorable Guy Mafuta, élu de Tshikapa, personnellement, je vous suis. J'ai l'impression que vous tweetez beaucoup. J'ai voulu un extrait de vos tweets qui date d'il y a peu. Par exemple, vous notez ceci, une constitution qui s'évanouit peu à peu, après moult violations non sanctionnées. Toute tentative de retour à l'ordre constitutionnel perçu comme politisé, suivant qu'on est du CAJ, FCC, peut-être la Mouka aussi, n'est-ce pas qu'une vraie inanition de l'État s'installe? Ça veut dire quoi? En fait, depuis un temps, comme je l'ai dit, je crois, à l'introduction, le prétexte, c'est politisé, s'installe de plus en plus. On veut réunir le Congrès. Il y a une méfiance au fait qui s'installe. Même pour des actes aussi normaux, des actes constitutionnellement reconnus, suivant qu'on est FCC, suivant qu'on est CAJ, suivant qu'on est la Mouka, on trouve que c'est politisé. Donc la confiance ne règne plus. Et comme conséquence, c'est la violation de la Constitution. C'est la violation du droit. Et vouloir revenir dans l'ordre constitutionnel est mal perçu. On estime que c'est un coup d'État qui veut se réaliser. On estime que c'est une dissolution qui est en vue. On estime que c'est un coup qu'on veut porter à un mouvement. Et pourtant, les faits sont objectifs. On observe de manière passive ce qui arrive. En réalité, c'est quoi? C'est l'État qui va disparaître. Si aujourd'hui, on n'est pas à même de prendre une décision, si on n'est pas à même de s'assumer en tant qu'État, si on n'est pas à même de défendre la Constitution en tant que texte mère et fondateur d'une nation, parce qu'on pense qu'il y a une démarche politique, je me dis, mais où est-ce qu'on va? On voit une main noire partout. L'État va disparaître, on va les sorciers partout. Une plénière normale, on trouve qu'il y a des histoires cachées partout. Une initiative parlementaire normale. J'ai suivi un tweet aussi d'un collègue à moi qui dit « Tout politique a aussi ses adeptes au niveau de l'Assemblée nationale. Nous, les ressortissants d'eux, nous nous insurgeons contre l'action menée contre tel ministre. Nous, les ressortissants de telle circonscription. » Non, ce n'est pas ça la gestion d'un État. Ce n'est pas ça. Aussi longtemps que nous aurons ce comportement à nous, il sera difficile de voir cet état de droit, il sera difficile de voir le peuple d'abord, ce slogan, voir le jour, trouver un contenu. Je cite encore une extenso, un deuxième tweet de votre part, vous notez ceci, je cite, « Dans un pays où plus rien n'est sacré, ni n'étonne, ni ne choque la pudeur publique, qu'attendre d'autres, sinon la descente aux enfers. La Libye, c'est politisé. » Les termes politisés refait encore surface. Oui. Vous savez, moi, je suis fils d'un pasteur. Mon père était médecin, mais il était aussi pasteur. Et moi-même, j'ai fait les petits séminaires. Donc, j'ai une éducation, je dirais, religieuse, chrétienne, il faut le dire ainsi. Et dans cette éducation, il y a certaines valeurs qui, je pense, devraient aussi fonder un pays, un État. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Des personnes censées aussi projeter l'image de l'éthique, de la vérité, qui, une fois versées dans certaines largesses, dans certains faits, qui devraient toucher la pudeur,
Mais nous voyons aussi des grands hommes défendre. Non, c'est politisé. Non, on lui a fait du mal. Donc ce qui était sacré ne l'est plus. C'est normal aujourd'hui qu'un dirigeant d'une institution religieuse s'adonne à certaines pratiques. C'est normal aujourd'hui. C'est normal aujourd'hui de visualiser certaines choses pas très peu recommandables. C'est normal aujourd'hui de se mettre sur un plateau de télévision, vilipender des autorités sans crainte. C'est normal d'insulter, de porter des propos qu'on ne peut pas défendre, qu'on ne peut pas asseoir sous des preuves. C'est normal aujourd'hui depuis un temps. Au nom de la Libye, c'est politisé. C'est ça qui me choque. Alors je me dis, aussi longtemps qu'on continuera comme ça, rien ne va aller. À un moment, nous devons être responsables de nos faits et gestes. Quand je parle, quand je pose un acte, je dois m'assumer. À défaut de preuves, le mieux à faire, c'est se taire. Mais malheureusement, depuis un temps, on voit des choses, ainsi de suite. On veut sanctionner, on veut rétablir l'ordre troublé. Non, c'est politisé. Suivant qu'on est Cash, FCC, la Mouka et que sais-je encore. Ce n'est pas ça un État. L'État, c'est la loi, c'est la Constitution, c'est le droit, c'est la justice, c'est l'équité. Ce sont ces valeurs-là qui peuvent créer la sécurité dans un État. Ça sera un propos de la fin. Vous allez résumer tout ce qu'on a dit en français. Lingala Chiluba pour tous ces creuseurs de Chikapa qui vont vous suivre. Et comme ça, on va mettre un terme à cet échange. Vous allez fixer la caméra. En fait, l'initiative, c'est apporter une valeur ajoutée fort de ce que je vis chez moi dans le Congo profond, à Chikapa pour ne pas citer. Élu député, c'est faire entendre la voix de ce Congolais qui vit dans le Congo profond. Ce Congolais souffre. Ce Congolais a peine à se stabiliser. Ce Congolais n'a pas accès aux soins de santé. Ce Congolais n'a pas accès au minimum vital. Ce Congolais est victime de nos querelles politiciennes au niveau de Kinshasa ici. Kinshasa n'est pas le Congo. C'est pourquoi nous faisons un effort pour porter notre voix, pour que nous soyons entendus. Et aussi, nous continuons la sensibilisation face à ce fléau Covid-2019. C'est une maladie très dangereuse qui effectivement tue, ne pardonne pas. Nous devons absolument respecter les gestes barrières. Nous devons aussi avoir une alimentation qui renforce notre système immunitaire. C'est une interpellation à l'État congolais, au gouvernement, de prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette pandémie. Mais aussi déjà se mettre à réfléchir sur l'après-pandémie. Aujourd'hui, le taux du dollar, c'est 1900. Si à Kinshasa, il y a des difficultés, je vous épargne de la peine que vivent les Congolais du Congo profond, qui dépendent, pour ce qui est du centre du Congo, de la nationale numéro 1. Déjà, c'est un problème. Il faudrait que les dirigeants soient à même d'anticiper, de prévoir déjà l'après-Covid, la relance économique et aussi de faire confiance aux Congolais. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Quand nous suivons ce fameux procès des 100 jours, qui bénéficie réellement des marchés des Congolais? Ce sont des expatriés. Il faut aussi faire confiance aux opérateurs économiques congolais. Il faut aussi créer la classe moyenne congolaise. Il faut aussi appuyer les investisseurs congolais. Ils savent faire ce que l'expatrié aussi fait. Il faut aussi protéger la petite activité économique du Congolais. Aujourd'hui, il est anormal. Il est vraiment anormal. Je ne suis pas, je dirais, tribaliste ou xénophobe. Il est anormal que les expatriés soient même dans le petit commerce. Il est anormal que les expatriés soient même dans la petite activité professionnelle. J'ouvre une parenthèse. C'est vrai, nous apprécions beaucoup d'hôpitaux indiens qui arrivent. Mais s'il faut même engager des infirmiers indiens, pendant qu'on a beaucoup d'infirmiers congolais aussi, c'est un problème. C'est un problème.
Ailleurs, nous Congolais, nous Africains, on n'a pas le droit d'exercer certaines activités. Je pense que l'autorité au niveau du ministère de la Santé doit aussi ouvrir l'œil. Il y a une petite activité professionnelle qui doit être réservée aux Congolais. C'est comme ça qu'on peut aider le Congo. C'est comme ça qu'on peut donner un contenu à ce slogan « Le peuple d'abord » pour que le Congo connaisse aussi des jours meilleurs. Il ne me reste qu'à me dire grand merci honorable Guy Mafuta Kabongo d'avoir été des nôtres et d'avoir passé en revue presque le point saillant de l'actualité. Vous avez même sensibilisé la population à la lutte contre le Covid-19. Merci beaucoup. J'ose croire que ce n'est pas la toute dernière fois de vous recevoir dans ce magazine. Vous repasserez encore autant que l'actualité ou le besoin l'exigera. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note de l'élu de Tshikapa, l'honorable Guy Mafuta Kabongo, que nous mettons un terme pour aujourd'hui à ce magazine Questions pour un parlementaire. Restez branchés sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, mais n'oubliez pas les gestes barrières. Se laver les mains à temps et à contre-temps, ne pas se serrer les mains. En public, ne manquez pas votre masque. Je mets les miens et je vous dis bye.